Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Vous êtes économiste, fondateur du cabinet de conjoncture Asterès et vous venez de publier « On entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser » chez Jean-Claude Lattès. Vous nous donnez un peu la pêche et il en faut. Vous détaillez les gisements de croissance, les atouts de la France. Au lieu de reproduire la complainte traditionnelle sur la crise, vous nous dites qu'il y a les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables. On en parle avec Delphine Bateau. Plein de choses sur lesquelles on va en reparler dans un instant. Bonsoir Anne Maréchal. Bonsoir. Vous êtes avocate associée chez BLA Piper, spécialiste de droit boursier. Évidemment, moi je voulais qu'on parle de cette décision des Suisses, cette votation des Suisses qui ont plébiscité l'initiative limitant les rémunérations abusives des patrons des sociétés suisses cotées en Suisse ou à l'étranger. C'est l'initiative d'un homme de droite, de la droite populaire, populiste, qui a été accueillie, donc acceptée avec un taux de participation de 46%, par presque 68% des voix chez les Suisses qui ont dit oui, ce qui est très très rare. Alors peut-être qu'on peut expliquer que le contexte suisse, c'est qu'il y a un grand patron de Novartis, Monsieur Vasella, qui a quitté son laboratoire avec, qui devait quitter son laboratoire avec 58 millions d'euros et ça n'a pas été possible. Et donc est-ce qu'on peut expliquer d'abord peut-être le climat en Suisse qui a préludé, qui a précédé cette votation? Oui, mais je pense que ce climat, il est commun à tous les pays développés. C'est-à-dire que dans tous les pays développés aujourd'hui, vous avez une augmentation des inégalités. Alors, cette augmentation des inégalités, elle pourrait être acceptable à partir du moment où même les personnes les plus pauvres voient leurs revenus augmenter. Ce qui est vrai dans les pays émergents. En Chine, vous avez une explosion des inégalités, mais finalement, ça ne dérange pas grand monde parce que la personne la plus pauvre s'enrichit. En Suisse, en Allemagne ou en France, vous avez des revenus qui augmentent. Donc, vous avez cité le patron de Novartis. Alors, en plus, c'était des mécanismes de retraite chapeau, etc., dans un secteur qui marche pas si bien que ça, donc la polémique est encore plus importante que dans un secteur lambda, mais en plus dans ces pays-là, vous avez une augmentation du taux de pauvreté, une augmentation du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui veut dire que même quand vous êtes un économiste libéral, très honnêtement, il y a un sujet derrière ça et on comprend que même en Suisse, on s'en soucie et on essaie quand même d'essayer de limiter les très hautes rémunérations. Alors concrètement, quel est le contenu de cette décision? En tout cas, on verra si elle va se transformer en loi. C'est pas si simple, même pour les Suisses. Mais dans le texte, les actionnaires vont voter le salaire du conseil d'administration. Il n'y aura pas de retraite chapeau, il n'y a pas de golden parachute. Effectivement, c'est un vote populaire qui vient de s'exprimer et qui correspond à une tendance générale. On a une quinzaine de pays, notamment en Europe, qui ont adopté ce qu'on appelle le say on pay, c'est-à-dire en fait le vote par les actionnaires en assemblée générale sur la rémunération des dirigeants. Et donc ce vote en Suisse est significatif de cette tendance. Alors il n'est pas encore complètement adopté. Il y aura ensuite un projet de loi pour venir confirmer ce texte, mais ce qui a été adopté à ce stade, ça consiste à prévoir un vote contraignant sur une enveloppe globale de rémunération pour les dirigeants et ça tous les ans, donc à la fois pour les administrateurs et pour la direction. Et puis l'interdiction. Et effectivement, l'interdiction de départ, de primes d'entrée. Des parachutes dorés et des primes d'entrée. En effet, l'interdiction complète. Avec des sanctions à la clé qui sont assez significatives. C'est nouveau, ça n'existait nulle part, l'interdiction totale. À ma connaissance, non, je n'ai pas vu de cas à l'étranger d'interdiction totale de ces... Ce sont plutôt des mécanismes de vote consultatif qui existent à l'étranger. Voilà, donc c'est entre guillemets, avec 1000 guillemets, un peu révolutionnaire de la part des Suisses de proposer cette interdiction totale. On va regarder, puis après on va parler de la France, puisque Jean-Marc Ayrault nous a dit que c'était un exemple à suivre. Mais regardons peut-être ce qui a été fait pour essayer d'encadrer les salaires des patrons dans plusieurs pays et les salaires des grands patrons français aujourd'hui. À la tête de Publicis, le géant de la communication, Maurice Lévy bat tous les records. Avec une rémunération annuelle proche de 20 millions d'euros, il serait le patron le mieux payé de France. La deuxième place reviendrait à Carlos Ghosn avec près de 13 millions d'euros par an. Le patron de Renault proposait récemment de renoncer provisoirement à une partie de sa rémunération en échange de la signature par les syndicats de son entreprise d'un accord de compétitivité. Son salaire passerait alors de 36 à 26 000 euros par jour. Philippe Varin, à la tête de PSA Peugeot Citroën, a lui aussi renoncé à la part variable de sa rémunération, après la publication des mauvais chiffres de son groupe. Son salaire avoisinerait alors le million d'euros annuel. Deux patrons emblématiques du privé proposant d'abaisser leur salaire. Côté secteur public, un décret présenté en juillet dernier plafonne déjà les rémunérations à 450 000 euros. Une quinzaine de patrons auraient été concernés par cette mesure.
Le salaire du patron d'Areva, par exemple, aurait été diminué de moitié. Enfin, loin derrière les salaires des grands patrons du CAC 40, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, recevrait lui 250 000 € par an. Voilà un petit échantillon d'un certain nombre de chiffres. Écoutez Jean-Marc Ayrault qui commente aujourd'hui, à la sortie de la réunion sur l'emploi, le vote suisse. Excellente expérience démocratique que les Suisses souvent nous montrent la voie. Et personnellement, je pense qu'il faut s'en inspirer. Faut-il augmenter les taxes sur le diesel, monsieur le Premier ministre ? Sur les contrats de génération. Voilà, on peut s'en inspirer en France. Est-ce qu'on doit s'en inspirer ou est-ce que le fond du problème, c'est il y a des chiffres absolument incroyables, inacceptables, très très choquants, mais il y a aussi des performances. Est-ce que le vrai problème, le scandale, c'est pas le rapport entre la performance et le salaire, enfin, et le revenu? Mais c'est ça, en réalité, ce qu'essaient de faire les Suisses, parce que vous l'avez dit, en réalité, c'est une votation qui a été faite à l'initiative d'un chef d'entreprise, mais aussi pour défendre les actionnaires des entreprises en question. Alors, en France, on essaie de le faire, puisque ce sont ces fameux 75%. Quelle est l'idée intellectuelle de ces 75%? C'est pas de prendre l'argent des riches, c'est plutôt de mettre en œuvre une incitation, c'est-à-dire de dire attention, si vous versez des salaires qui sont supérieurs à 1 million d'euros par an, eh bien ce qui dépasse ce million d'euros sera en très grande partie prélevé par l'État, et donc essayez d'être raisonnable. Donc je dirais que l'idée en soi, enfin vous voyez, c'est la limitation en fait. Oui, c'est ça. Alors je vais beaucoup choquer vos téléspectateurs, mais je pense que le problème de la France, c'est qu'à 1 million d'euros, on a visé un peu bas. Parce que néanmoins, vous avez un certain nombre de chefs d'entreprise, pas seulement dans les grandes entreprises, qui gagnent plus d'1 million d'euros et qui réussissent très bien. Alors qu'on limite des rémunérations qui sont supérieures à 5 millions d'euros, en effet, sur le plan de l'équité, ça me paraît tout à fait souhaitable. Mais, je répète, je vais choquer, mais bon, je pense que 1 million d'euros, ou même 2 millions d'euros, ce sont encore des choses qui sont concevables. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, mais là, je parle sous votre contrôle, on n'a pas seulement l'impôt sur le revenu, on a une avalanche absolument terrifiante d'impôts qui font que, eh bien, c'est finalement pas 75% du revenu qui est prélevé, mais potentiellement plus. Bon, surtout que les 75% ont été voilà, invalidés par le Conseil constitutionnel. Mais enfin non, il paraît qu'il y a vers la mi-mars une décision là-dessus, donc ça n'est pas, le feuilleton n'est pas fini. Non. Alors, est-ce que ça peut être applicable en France aujourd'hui? Alors en France, on a eu une position du gouvernement au printemps dernier qui nous a indiqué qu'il souhaitait la mise en place d'un say on pay à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire ce fameux vote en AG des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Mais il faut quand même avoir en tête qu'en France, on a déjà des mécanismes de vote de l'Assemblée générale, mais pas forcément sur tout le détail des rémunérations des dirigeants. Donc un texte de ce type pourrait être adopté et apporterait sans doute un plus, comme l'ont fait par exemple les États-Unis ou l'Angleterre. Mais ça n'a pas tellement bien marché parce que du coup, ce que je lis, moi, c'est que cette transparence, ça fait qu'il y a une sorte de compétition au contraire entre les patrons. Alors, puisque maintenant que c'est vu, on va aller plutôt dans la concurrence et on va plutôt aller dans la surenchère. C'est vrai que le bilan, il est un peu difficile à faire parce qu'on manque un peu de statistiques et de recul, à part en Angleterre où on a 10 ans de recul sur ce mécanisme. Le bilan est assez mitigé, je dirais, puisque on sait qu'il y a à peu près moins de 2% de votes négatifs en Assemblée. Ça veut dire que les actionnaires ne se mobilisent pas nécessairement sur les situations les plus difficiles ou enfin les plus surprenantes. Et en revanche, on a constaté une absence d'effet sur le niveau des rémunérations. Beaucoup attendaient un effet de stabilisation ou de baisse sur le niveau des rémunérations. Et en Angleterre, on constate que sur les 10 dernières années, au contraire, on a eu une augmentation des rémunérations des dirigeants. Probablement par une sorte d'effet de contagion ou d'ego, je dirais, les uns se comparant aux autres et donc pas d'effet sur le niveau de rémunération. Donc, il y a aussi la question de la dissuasion. Est-ce que un certain nombre de dirigeants suisses disaient attention, on va dissuader les grandes entreprises internationales, les grands patrons internationaux de s'installer en Suisse? Alors, écoute, là aussi, oui, bien sûr, c'est un argument qui est soulevé en permanence. Quand on regarde les études, en réalité, on ne voit pas grand-chose. Il y a aussi cet argument selon lequel, attention, si on taxe les rémunérations supérieures à 3, 4 ou 5 millions d'euros, ou si on les interdit, eh bien, les dirigeants d'entreprise du pays en question vont partir à Singapour ou en Chine, etc. Alors évidemment, du point de vue théorique, on comprend cet argument, sauf que quand on regarde les faits, en réalité, on a un exil des talents en France, malheureusement, je le crains, mais il ne se joue pas à ce niveau-là, il ne se joue pas pour les grands dirigeants d'entreprise. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à ce que vous dites, c'est que
Oui, bon, il faut sans doute prendre des lois pour essayer de limiter les hauts salaires, ok. Mais en réalité, on se fait un peu plaisir. La vérité, elle est là. Parce qu'en effet, vous avez des gens qui peuvent, par exemple, négocier des salaires après impôt, auquel cas, finalement, ça ne change rien aux problèmes. Et puis, vous n'avez pas que les patrons d'entreprise. Vous avez les fameux footballeurs, les acteurs, etc. Enfin, si vous voulez avoir une réflexion en matière d'équité, il ne faut pas seulement se poser la question des grands patrons, mais se poser la question de l'ensemble de la population. Bon. Cela dit, ce qu'on peut se dire aussi, à mon avis, c'est que le jour où la croissance économique reviendra, on oubliera un peu ces thématiques-là. Je le dis tout à l'heure, on est mal à l'aise par rapport à ça parce qu'on a une catégorie de la population qui s'appauvrit. Mais le jour où ça arrivera, où la croissance économique reprofitera à nouveau à tout le monde, on s'éloignera un peu de ce type de sujet, je pense. Donc on le disait, parce que la Commission européenne aussi souhaite présenter une proposition qui va dans le même sens que celle de la Suisse. Hein. Oui, tout à fait. Il est question d'adopter un texte dans le cadre de la directive concernant les droits des actionnaires. Et la Commission a annoncé un texte pour 2013 dans ce domaine. Et le commissaire Barnier avait même évoqué l'idée d'un vote contraignant au niveau communautaire sur ce sujet. Pour ma part, je suis assez sceptique parce qu'on s'aperçoit que le vote contraignant n'existe que dans très très peu de pays aujourd'hui en Europe et que ça ne fait absolument pas le consensus. Et donc qui pourrait être refusé. Donc un vote consultatif très probablement qui sera proposé au niveau communautaire. Alors est-ce que la France va attendre l'adoption de ce texte ou pas? Il semblait que le gouvernement était plus pressé que cela et souhaitait en adopter un rapidement. Mais pour le moment, il s'appliquait surtout aux patrons des entreprises publiques. La limitation, oui, voilà. Absolument. Donc, ouais. Mais là encore, alors sur les patrons, alors le sujet est différent encore, parce que là c'est de l'argent public. Donc là les citoyens, y compris une personne qui vit sous le seuil de pauvreté et qui paye la TVA sur sa baguette de pain, d'une certaine façon, elle finance ce type de salaire. Donc je dirais que le sujet est encore plus complexe. Mais là encore, un argument consistait à dire, mais attention, si on limite les salaires dans le secteur public, tout le monde voudra partir dans le privé. Bon, on voit en réalité que ça n'a pas été le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes de désincitation qui parfois peuvent se faire jour, et je le disais tout à l'heure, hein, je pense qu'on a un vrai problème sur la fiscalité des patrons de PME, des entreprises, etc. Donc il y a des vrais sujets fiscaux, mais la question de l'exil fiscal, de l'exil des talents, de la désincitation, je crois, c'est ce que j'observe, elle ne se pose pas à ce niveau-là. À votre avis ? Non, certainement. Mais je veux revenir sur l'effet d'un texte. Je crois qu'il n'est pas certain qu'il n'aurait aucun effet. Parce que si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, en Angleterre notamment, on s'aperçoit qu'il y a eu une dizaine de cas très médiatisés de votes négatifs des actionnaires qui ont conduit les dirigeants à démissionner. Donc ça veut dire qu'il y a une pression quand même. Ce sont toujours des votes consultatifs, hein, donc il n'y avait pas d'obligation de démissionner, mais il y a eu démission. Ce qui veut dire quand même qu'il est très difficile d'ignorer la pression, l'avis des actionnaires lorsqu'ils se manifestent de cette façon. Donc on peut penser que ça c'est quand même un des intérêts du texte. Et puis aussi le fait qu'un texte de ce type oblige à discuter, favorise le dialogue en amont de l'AG entre les actionnaires et la société. Et la direction, et de cette façon, il y a le sentiment comme ça que pour les actionnaires d'être un peu plus, d'intervenir un petit peu plus sur un certain nombre de décisions concernant les rémunérations, clairement. Oui, et d'ailleurs, si l'on regarde les votes négatifs, dont je vous disais qu'ils sont peu nombreux, mais quand même, sur la moitié des votes négatifs, on constate l'année d'après que la société a réussi à faire passer son plan de rémunération pour les dirigeants de façon beaucoup plus favorable, avec un meilleur taux d'acceptabilité ou carrément très positif, ce qui semble vouloir dire qu'il y a eu un travail, une prise en compte de la position des actionnaires les années qui suivent. Donc je pense qu'il faut quand même considérer cet effet-là qui est certes un peu difficile à mesurer, mais qui est réel. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Nicolas. On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt pousser. Je vous le recommande, restez avec nous. C'est Alain Marchal, le 20h. Je vous retrouve avec Olivier Mazrola.